Que fait la police et comment s'en passer? On va essayer de résumer le livre de Paul Rocher en 5 minutes à peu près. Le premier grand point, c'est l'emprise policière qui est grandissante dans la société. Le financement de la police, il est en constante augmentation, à la fois en termes d'effectifs, de formation et d'armement. Par ailleurs, il y a une multiplication des formes de police. Il y a la police municipale, la police nationale, les unités spécialisées, la BAC, les CRS. Il y a la technopolice qui se met en place. Il y a une police privée qui est de plus en plus présente, que ce soit les services de sécurité dans les magasins ou même dans les entreprises. Il y a la population qui est aussi encouragée à la délation et à la surveillance via des plateformes notamment comme Pharos par exemple. Par ailleurs, cette police, elle est surdimensionnée. C'est-à-dire que la criminalité en France, a priori, elle est plutôt en baisse, voire en stagnation sur le long terme. Et il y a effectivement une augmentation de l'activité policière due à l'augmentation du nombre de policiers. Il y a des études qui montrent que notamment plus de police, ça implique pas forcément moins de délinquance. Et même plutôt que si les appareils policiers tendent à grossir, leur efficacité, elle, tend à diminuer. À ça, il faut rajouter le coût social que représente la police, puisqu'elle est raciste, sexiste et qu'elle perpétue tout un tas d'oppressions. Il prend le temps de s'attarder sur le racisme qui est institutionnel et non pas individuel dû à quelques mauvais policiers. Le sexisme est lui aussi institutionnel. En parallèle, on peut aussi parler de la militarisation de la police, mais aussi de la violence de classe de la police vis-à-vis des personnes qui vont manifester et vouloir remettre en cause l'ordre établi. Puisque, comme on l'a dit, la police n'a pas tant d'impact là-dessus. Mais alors, qu'est-ce qu'elle fait? Elle fabrique une fausse criminalité. C'est-à-dire que sur 9 arrestations faites par la police, en général, une seule va donner lieu à une condamnation. Par ailleurs, on peut ajouter que moins de 10% du temps de travail de la police, il est dédié à réellement résoudre des affaires criminelles. Paul Rocher nous propose alors de faire un détour par l'histoire et les origines capitalistes de la police. Les forces de l'ordre, elles dépendent de l'ordre. Dans une société pré-capitaliste, comme on a connu de 1789 jusqu'au début du Second Empire, on a une forme de police spécifique. Et à partir du Second Empire, quand on rentre pleinement dans le capitalisme, on rencontre la police moderne qu'on connaît actuellement. Le passage d'une société pré-capitaliste en une société capitaliste se fait par une transformation à plusieurs niveaux. Il y a déjà une professionnalisation, c'est-à-dire que l'emploi devient central dans la vie des gens, et non plus une occupation parmi d'autres. À ça, on peut rajouter que le travail en entreprise devient organisé par les propriétaires des entreprises, à savoir les bourgeois. En parallèle, se met en place le libéralisme qui va créer de la compétition à l'échelle individuelle, entre les capitalistes entre eux, mais aussi entre les travailleurs et travailleuses, à l'échelle nationale, entre les différentes entreprises, et aussi à l'international, entre différentes nations, et pour finir, le désencastrement du pouvoir économique, du pouvoir politique. Puisque, effectivement, pour pouvoir mettre en place cette compétition, l'État s'assure de dire, écoutez, maintenant, je suis un parti neutre, j'organise la compétition, et vous, les bourgeois, vous pouvez investir, organiser des entreprises, et faire la compétition économique entre vous. Tout ça, ça a des impacts sur la police, puisque la police capitaliste, elle devient professionnelle. Ça devient non plus un rôle, mais un emploi à temps plein. Au même titre que l'État, elle est séparée de la société, elle est considérée comme neutre, et elle s'institutionnalise par une normalisation des pratiques de maintien de l'ordre, des formations qui deviennent les mêmes pour tous les policiers du territoire, etc. Et si elle est créée, c'est notamment pour permettre le recul des droits des travailleurs et travailleuses pour la mise en place du capitalisme. Donc, dès le début, elle rencontre un problème de réputation. D'où la création de ce que Paul Rocher appelle les mythes policiers. Ces mythes policiers, ce sont des idées très répandues qui permettent de justifier la police. À savoir que la police nous protège, qu'elle manque de moyens, qu'elle court après les criminels, ou encore que la police, au même titre que l'État, est neutre. On s'intéresse donc à la structure de la police et de l'État pour bien comprendre où se trouvent les problèmes dans la police. Dans une société capitaliste, l'État, il est capitaliste. Il est en charge de la reproduction de l'ordre social. L'État, c'est donc un état de classe, mais il n'est pas directement aux mains de la bourgeoisie. Il organise la compétition et traite les individus comme égaux, même si les conditions de cette compétition font que les individus ne sont pas égaux. La violence de classe, dans le capitalisme libéral, elle est cachée derrière le marché. Et donc l'État, il est structurellement en faveur d'une classe bourgeoise capitaliste. Mais le fait de considérer les individus comme égaux ne le rend pas complètement insensible au rapport de force dans la société. Envisager donc de lutter contre le capitalisme par une stratégie réformiste, c'est structurellement plus difficile, mais c'est absolument pas impossible. Pour finir sur l'État, Marx dit la sûreté est la notion sociale la plus haute de la société bourgeoise. Puisque s'il n'y a pas de sûreté, il n'y a pas de commerce capitaliste. Ça joue sur l'importance de la police pour l'État. À la fois pour assurer la reproduction de l'ordre capitaliste, mais aussi pour exercer un pouvoir de coercition quand la population décide qu'elle n'est pas tout à fait d'accord avec l'ordre des choses. Si l'État est déjà partial au capitalisme, alors on peut se poser la question, qu'est-ce que ça en dit de la police en tant que branche de l'État? Et il s'intéresse du coup aux impacts structurels de la police, sa composition et son organisation. À commencer par la sociologie de la police. La police comporte de plus en plus d'enfants de cadres supérieurs, et donc de moins en moins de personnes des classes inférieures. Mais surtout, les candidats que la police attire, c'est des gens qui partagent un goût pour les méthodes autoritaires, et qui se voient renforcés dans cette idée via les formations dans les écoles de police. En particulier, ce qui est inculqué dans les écoles de police, c'est aussi l'esprit de corps. C'est cette idée que la police est une citadelle assiégée qui est attaquée par un ennemi qui est la population. Et donc cette idée d'ennemi extérieur et d'être à part de la société, ça justifie
justifie et ça nourrit une violence vis-à-vis de la population. Par ailleurs, on trouve aussi beaucoup de syndicats et de groupes d'extrême droite dans la police. La réalité, c'est que c'est pas une cause d'un problème à l'institution policière, mais plutôt le résultat de la structure de l'institution policière, puisque les pratiques de maintien de l'ordre sont structurellement ce qui nourrit le racisme notamment de la police. En particulier, la police, elle a des racines coloniales. La formation de la police contemporaine telle qu'on la connaît, elle se nourrit beaucoup de la police coloniale. Par ailleurs, dans l'histoire de la police, on peut voir la montée de l'antisémitisme et du racisme en général dans les années 20 et pas ou peu de purges suite à la libération dans les années 1945. À ça s'ajoute le fait que l'appareil policier a été utilisé pour pratiquer un maintien de l'ordre colonial dans les colonies, que ce soit en Algérie ou en Asie du Sud-Est. Et ça, on peut le voir particulièrement bien dans le refus de remettre en question ou d'encadrer les contrôles aux faciès, que la police et ses agents considèrent comme partie de l'institution policière. Sur ce que veut l'institution policière, il suffit de regarder les demandes qui ont été formulées, soit plus de moyens répressifs, soit moins de régulation, soit une plus grande autonomie dans leur pratique du maintien de l'ordre. Tout ça pour Paul Rochet, ça mène une chose importante, c'est que le réformisme ne peut pas être une vraie solution. Dans le sens où, à moins de se débarrasser du capitalisme structurel dans la formation de la police, on ne peut pas combattre les problèmes qu'il engendre. Le livre finit donc s'intéresser par deux expériences de gestion de l'ordre sans police. Un en Afrique du Sud pendant la lutte contre l'apartheid et un en Irlande du Nord pendant la lutte de libération nationale. Dans les deux cas, envisager d'abolir la police, c'est remplacer le système judiciaire par une justice communautaire, réparatrice et transformatrice. Réparatrice et transformatrice parce qu'elle permet de préserver la communauté. Pour éviter de reproduire ce qu'on a décrit un peu plus tôt, il faut éviter une professionnalisation du maintien de l'ordre ou de la justice. Si ces exemples sont très intéressants, il faut garder en tête que ça n'exclut pas la reproduction de certains systèmes de domination. Et aussi qu'il y a un danger à avoir en tête, c'est que l'État va chercher régulièrement à reprendre le pouvoir sur ce pouvoir coercitif et judiciaire qu'il a perdu. Notamment, ce qu'on peut dire en particulier sur la police de proximité, c'est que c'est un outil qui permet de retirer à la communauté son pouvoir sur elle-même. Et il finit son livre en nous disant que abolir la police, ça ne peut pas être une fin en soi, puisque ça va permettre des avancées sociales, mais il faut avoir des questions plus larges et plus structurelles de qu'est-ce qui cause les injustices, les inégalités. C'est le capitalisme. Paul Rochet nous invite donc dans sa conclusion à lutter à la fois contre le pouvoir de l'État capitaliste et la police, les deux de front, puisque l'un ne peut pas se faire sans l'autre. Voilà, j'espère que ça vous a plu. Si vous voulez en savoir plus, vous pouvez vous reporter sur mes vidéos un peu plus longues qui détaillent les propos tenus dans le livre sur chacun de ces sujets.